messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. On dit que la crise du logement devient une vraie crise sociale. De plus, dans le récent budget marois, le gouvernement n'a prévu aucun sou de plus en logement social pour l'Abitibi et la Côte-Nord, deux régions gravement affectées par cette crise. Alors, pour nous en parler, je reçois M. Danick Laporte, agent sociopolitique au REPAT, et Mme Élise Bouchard, directrice du Centre de croissance et porte-parole de la table logement en Abitibi-Ouest. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. J'y tenais beaucoup parce que c'est beau entendre dire « Ah, en Abitibi-Témiscamingue, il y a 0% en place. Les logements sont tous occupés. Puis, il ne faut pas avoir peur des mots. Moi, je n'ai pas peur des mots et je m'assume, puis je suis certain que c'est pareil pour vous autres. Les logements qui restent, on pourra passer. Tout simplement parce que si le logement, quand on est à 0% ou 1% de logements libres chez nous, c'est parce que ces loyers-là ne sont à peu près pas habitables. Puis ça, il ne faut pas avoir peur des mots. Dans mon intro, je disais que la crise du logement devient une vraie crise sociale. Est-ce vrai? Vous avez tout à fait raison, Gaby, parce que si on prend l'Abitibi-Ouest ici, à la Sarre, chez nous, au moment où on se parle aujourd'hui, c'est 0 logement et une liste d'attente. C'est incroyable. C'est incroyable, oui. Ben, en fait, j'allais juste rajouter, la crise, elle fait longtemps, là, ça fait plus de 5 ans, là, même 6 ans, là, qu'on a des taux d'inoccupation là, au plancher. On pourrait même dire qu'on est rendu dans le négatif, puisque lorsqu'une crise s'accumule comme ça, là, on voit plus son visage, là, parce que son visage est caché, son visage est anonyme. Oui. Et là, ce qu'on constate, ce qu'Élise nous apporte souvent comme témoignage, c'est que les familles, finalement, s'accumulent dans les logements. Et là, il y a des cohabitations qui peuvent devenir difficiles et plein de problèmes sociaux là, qui peuvent en découler. Donc, c'est pour ça qu'on l'évoque comme une crise sociale en ce moment, la pénurie. Ça vient de où, cette pénurie de logements-là? Parce que moi, il me semble que ça ne fait pas des décennies, là, ça ne fait pas si loin que ça, là, que on n'avait pas de crise du logement. Même, je dirais que très souvent, loyer alloué, on voyait ça, on en voyait beaucoup. Comment c'est venu cette pénurie-là? On est dans l'air du temps. Hein? On peut constater, en tout cas, je parle pour notre région, on peut constater beaucoup de séparations. Oui, donc, ça fait beaucoup de gens à reloger. Et bien sûr, les logements sont de plus en plus rares. Les familles s'agrandissent. Nous vivons aussi face à ça plein de difficultés parce que bien des fois, ils ne veulent pas d'enfants, ils veulent pas... Les locataires, il y a un tri. Malheureusement, ce qu'on vit avec le peu qu'on a, quand on a, au moment où on se parle, comme je vous disais tantôt, on n'en a pas, mais... il y a un tri. Malheureusement, il y a un tri. C'est ça, puis c'est une des conséquences, moi, qui est assez troublante. Puis tu sais, au niveau de, si on veut, d'où vient cette crise-là, on va souvent évoquer, comme Élise l'a dit, les gens vivent de plus en plus seuls. Donc, dans le temps, en Abitibi-Témiscamingue, on est à peu près la même population. Depuis 1950, on tourne autour de 140, 150 000 habitants. Mais par contre, on a doublé le nombre de ménages parce que justement des séparations, des gens qui vivent davantage seuls, des couples donc qui ont chacun un appartement et qui vivent dans leur appartement respectif. Donc ça, c'est un problématique qui on va dire au niveau de la population. Puis sinon, en ce moment, en Abitibi-Témiscamingue, comme sur la Côte-Nord, c'est le développement économique qui crée une pression sur le logement. Le boom minier, on est là, puis on demande aux gens de s'en venir chez nous. Venez-vous-en. L'industrie forestière commence à renaître de ses cendres tranquillement. L'industrie minière se développe d'une vitesse extraordinaire. Puis on dit aux gens, venez-vous-en chez nous, mais on n'est pas capable d'y loger. Moi, je veux revenir sur une chose, Mme Bouchard et M. Laporte, qui va essayer de ne pas me fâcher, là, pas contre vous autres, non, ça va. Qui est très importante, c'est la discrimination pour refuser
certaines personnes. On a parlé tantôt, Mme Bouchard, M. Laporte, de tri. Moi, je ne peux, en tout cas, j'ai de la misère à concevoir que un ménage va aller frapper à une porte de propriétaire. Le propriétaire va dire, avez-vous des animaux? Avez-vous des enfants? Êtes-vous sur l'aide sociale? Et un détail... on laisse pas ça dehors, ce monde-là. Là, je m'excuse, là, mais... Puis un détail oublié de votre part, là, c'est vraiment... J'ai eu dans mes mains, la semaine passée, les gens voulaient avoir un consentement pour aller faire une enquête avant de louer le logement. On est rendu là. Donc, ça nous interpelle énormément. Où on va placer nos gens? Qui va en vouloir de ces gens-là à faible revenu? Parce que moi, je parle surtout des gens à faible revenu. Pas seulement les gens à faible revenu, les gens à revenu moyen. La maman qui a décidé de demeurer à la maison pour élever parce qu'ils ont 3 enfants, le père travaille au salaire minimum. Je pense qu'il faut considérer que des besoins dans cette maison-là aussi. Là. Ça me tente de faire un parallèle qui va être un petit peu frustrant, puis j'espère que je fâcherai personne. On vous écoute. Mais on voit très souvent des personnes qui aménagent une belle niche à chien parce qu'ils ont un beau chien, puis ils ont une belle niche à chien, puis on laisse ce genre de personnes-là dehors. Je m'excuse, mais là, il y a un contraste. Mais ce qui est frustrant de tout ça, c'est que bon, notre pays, hein, notre province est engagé à l'échelle internationale à reconnaître le droit au logement. Ça voudrait dire que, comme le droit à la santé, on se doit offrir un logement et un lieu où vivre et être bien là à chaque personne. Puis en ce moment, mais c'est tout le contraire qu'on voit. On va se préoccuper beaucoup de l'apparence de nos régions, mais au niveau fondamental, comme vous disiez tantôt, on accueille les arrivants en leur disant qu'on a une belle région, mais fondamentalement, on a des personnes qui vivent dans la rue, puis le problème d'itinérance, on le perçoit de plus en plus, ou on le perçoit pas, mais il est présent et il s'alourdit, il s'intensifie, ce phénomène-là. Je suis content que vous ouvriez une parenthèse sur ça, parce que l'itinérance, malheureusement, encore aujourd'hui, les gens ont tendance à croire que ça existe dans les grands centres seulement. Mais mon Dieu, qu'il y en a chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, il y en a énormément. Vous avez touché un point sensible, Madame Bouchard, il y a quelques instants. J'aimerais revenir sur ça, si vous me permettez. Quand on parle de personnes qui travaillent au salaire minimum, que la femme reste à la maison pour élever ses enfants, moi, je trouve ça très normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que il y a certaines personnes qui déboursent jusqu'à 50% de leurs revenus pour se loger, alors que le seuil moyen ne devrait pas dépasser 25%. Là, on a un fichu de problème. Finalement, ce qu'on constate, c'est que les gens vont payer le logement. C'est la première chose que les gens vont faire dans leur budget, c'est qu'ils vont payer le logement et ensuite tous les autres besoins vitaux vont être mis de côté. Donc, l'alimentation, le vêtement, le transport, les loisirs, que c'est important. Vont tout être mis de côté. Oui. Et ça, c'est vraiment troublant. Puis, on est en train, si on veut, vraiment de créer des phénomènes qui auront des répercussions sur la santé, sur l'éducation des enfants et plein d'autres aspects. Là. Puis, faut pas oublier aussi, ça peut aller, on s'entend bien lorsque on a choisi de payer le logement, dérive des problématiques différentes, ce qui fait pas une force chez un couple avec des enfants. Donc, ça l'emmène d'autres conséquences à tout ce phénomène qu'on vit là qui est, c'est quelque chose. Moi, si je vous demandais, c'est quoi qu'on pourrait faire pour atténuer cette fameuse crise-là? Parce que on est devant une crise, on le dit, puis on le répétera jamais assez, on est devant une crise. Mais pour atténuer cette crise-là, ce serait quoi qui serait faisable? Ça prend des logements sociaux. Un logement social veut dire que tu paies 25% de ton revenu à ce logement-là. Ce qui pourrait pas régler toutes les problématiques parce qu'il y a vraiment, comme vous parliez, l'intimidation et tout ça, l'insalubrité et tout ça. Donc, mais ça serait déjà un début.
un début d'arriver à quelque chose, à créer. C'est donc dire que, je ne veux pas me faire malin non plus encore, mais maintenant, ce sont des sujets on doit les prendre très au sérieux. Puis moi, je vois des personnes qui restent dans des taudis, je m'excuse, mais ce sont des êtres humains, puis ils ont le droit de vivre décemment et d'être logés décemment. Mais où j'ai un peu de misère avec ça, c'est que on voit des constructions de blocs appartements, mais ce ne sont pas des loyers abordables. Alors, on est prêt à faire de beaux gros loyers, 500, 600, 700 pièces par mois, 800 pièces par mois et plus. Puis, mais justement, la classe moyenne et inférieure à moyenne, si je peux m'exprimer ainsi, c'est cette classe-là qu'on parle là, aujourd'hui. Là. C'est cette classe-là. Puis c'est pour ça que le logement privé, ça sera jamais son affaire, tu sais, d'aider les autres. Exactement. Elle est là pour faire un certain profit. C'est pour ça que le logement social, qui bénéficie de subventions de l'État, peut réellement intervenir sur les causes de la pauvreté, tu sais, puis permettre aux personnes de s'en sortir finalement, parce qu'on se rend compte qu'une fois qu'on enlève le stress de payer le logement, on peut devenir des citoyens à part entière, s'émanciper et devenir très, très impliqué dans sa communauté. Donc, le logement social est une des clés, évidemment, mais c'est son financement qui est défaillant au niveau du gouvernement du Québec et du Canada en ce moment. Madame Bouchard, Monsieur Laporte, moi d'abord, à ce moment-là, quand vous avez sûrement pris connaissance du premier budget du gouvernement Marois, M. Marceau qui a sorti son budget, puis n'a pas tenu compte de la crise du logement, et je parle pas seulement de l'Abitibi-Témiscamingue, même si on y réside, mais je parle au niveau provincial. Qu'est-ce que ça fait à des personnes comme vous qui vous impliquez au maximum pour essayer d'atténuer cette crise du logement-là? Puis quand vous regardez un gouvernement qui vient d'arriver au pouvoir avec des promesses et des promesses et des promesses, et quand on regarde ce budget-là où il n'y a rien de surplus pour le logement à prix modique, qu'est-ce que ça vous fait? Bien, on voit que le gouvernement ne pense pas vraiment comme nous. Donc, eux, ils vont penser, comme vous parliez tantôt, M. Lacroche, des beaux logements à 700-800 $. C'est beau, c'est bien. Vous verrez aucun enfant dans ces logements-là, j'en suis à peu près certaine. C'est ce que je vais vérifier d'ailleurs, j'ai bien hâte de voir. Et de toute façon, le prix n'est pas abordable pour, si on retire 500 $ par mois, on ne peut pas en payer 800 pour un loyer. Et voilà, ça c'est une réalité. Puis je trouve que là-dedans aussi, dans tout ce virement-là, je trouve aussi qu'il y a beaucoup, tu sais, les personnes physiques, qui sont touchés physiquement, intellectuellement, c'est tous les personnes à faible revenu, tu sais, les personnes monoparentales. Il faut y penser, tu sais, les personnes âgées. Est-ce que vous croyez que demain matin, toutes nos personnes âgées sont aptes d'aller dans une résidence privée et avoir l'argent pour assumer dans leurs besoins principaux? Tu sais, le besoin premier, là, c'est quelque chose, ça. Oui, exactement. Et les personnes handicapées physiques, je me suis rendu compte qu'à la Sarre, je parle de ma ville, nous avons un logement pour personnes handicapées. Un seul logement qui est accessible à une personne handicapée. On fait quoi avec nos gens qui demeurent chez leurs parents? Aujourd'hui, ça va bien, on n'a pas de problématique, mais je pense qu'il faut le voir pour plus tard. Ces parents-là vont décéder un jour. On va faire quoi avec ces personnes qui ont besoin d'adaptation, pourront pas demeurer dans cette maison-là que les parents ont réparée, ont mis accessible avec leur cœur, leur force. Oh oui. Et leurs sous aussi. Et leurs sous. On fait quoi avec ces gens-là? Et souvent, je trouve qu'on oublie beaucoup les personnes seules aussi.
C'est beau, il y a des enfants, les personnes seules, là, je connais beaucoup de gens qui se sont laissés à eux-mêmes. Là. Oui, exactement. Puis qui n'oseront pas les demander même de la nourriture. C'est ça, malheureusement, c'est un gouvernement ou un budget qui va manquer de solidarité encore envers toutes les personnes dont Élise fait référence. Puis c'est quand même inacceptable, surtout qu'en ce moment, on est en croissance économique, on est en développement économique très intense ici. Et c'est qui est dans le sillage, c'est qui traîne à la remorque ou qui subit les conséquences d'un développement, mais c'est les gens les plus défavorisés de notre région. Donc ça, c'est inacceptable, surtout que ça devrait être le temps maintenant d'utiliser cette croissance-là pour aider les autres. Moi, si je vous demandais comment est venue l'idée d'une association de locataires. Ben, en fait, ça en était une des réponses qu'il faut amener à cette crise-là pour l'atténuer. C'est bon, mais il faut s'organiser. On se rend compte que il faut développer un rapport de force et il faut se défendre nos droits d'abord et avant tout pour avoir des meilleurs logements, du respect, faire cesser la discrimination et les abus. Donc, l'association de locataires, nécessairement, vient des gens. C'est venu de gens du centre de croissance et Élise, ça fait longtemps qu'elle en parle. Comment qu'on fait pour être ensemble et se proposer, se donner des outils pour s'en sortir? Et ça vient vraiment des personnes qui vivent les problèmes et en ce moment-là, ces gens-là ils ont vraiment une énergie qui se déploie pour régler les problèmes qu'ils vivent au quotidien. C'est beau. Parce que je pense que les gens ont pris conscience en disant, si le gouvernement, après avoir lu le budget, si le gouvernement ne veut pas investir, bien, on fait quoi? On va se prendre en main nous-mêmes. Et bien sûr, on va avoir besoin d'avoir des acteurs pour nous aider. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Puis pour faire pression aussi au niveau du gouvernement, parce que veut pas, le budget d'un gouvernement est un budget de gestion, un peu de priorité. Donc, on doit s'assurer que le gouvernement priorise, se dise que ça, c'est important, le logement et le logement social, pour finalement atténuer plein d'autres problèmes au niveau de l'éducation et de la santé. Donc, le logement social doit être une priorité. En terminant, il reste à peine 1 minute. Une question que j'aurais dû vous poser au tout début, mais je la repose même si c'est à la fin. C'est quoi un logement social? C'est quoi? Rapidement, c'est un logement qui est subventionné par l'État et qui finalement va aider un ménage à sortir de la pauvreté. Donc, Élise en a parlé tantôt, c'est normalement la règle, c'est le 25% du revenu, 25% mais toujours subventionné par l'État et prise en charge par les gens qui l'habitent. Donc, c'est ça aussi la notion de logement social, c'est qu'on partage un habitat, on le respecte, on est en communauté et on intervient sur nos conditions de vie. Donc. Voyez-vous une porte ouverte prochainement dans cette crise-là? Oui, je pense que l'association des locataires, ce qui va amener des gens à parler et à parler publiquement et à dire, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils vivent présentement, qu'est-ce qu'ils vivent, puis de le dire à haute voix que c'est vraiment plus vivable, qu'on est rendu au bout. Alors, c'est tout le temps que nous avions. Je vous remercie infiniment, M. Laporte, Mme Bouchard, puis je vous souhaite tout le succès possible dans cette réforme de la crise du logement. Vous allez avoir besoin d'aide, je suis certain. On demande au gouvernement d'être un petit peu plus actif pour ce genre de problème-là. Je vous remercie beaucoup, Mme Monsieur. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le club d'haltérophilie de Lassar s'est encore une fois couvert de gloire lors du championnat junior provincial tenu à Québec en novembre dernier. 2 athlètes se sont particulièrement distingués lors de ces épreuves, soit Camille Papineau et Alex Bellemare. Alors, je reçois en entrevue un de ces 2 athlètes, Alex Bellemare. Alex, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là et félicitations. Félicitations parce que réellement, ça fait quelques fois que je vous reçois. J'ai reçu votre entraîneur également, René Bellemare, qui fait un travail, on ne le dira jamais assez, extraordinaire. Même le mot est faible, extraordinaire. Si on pouvait employer un mot plus haut que ça, on pourrait le prendre parce que réellement, je sais que c'est ton père. Mais quand il est question d'entraînement, il est question d'aller en compétition, c'est ton entraîneur. C'est pas papa, c'est ton entraîneur. Comment on fait pour
pour faire le lien ou faire la séparation entre les deux, entre le père et l'entraîneur? Moi, j'ai commencé quand même très jeune l'haltérophilie. Quand on commence un peu plus vieux, des fois, la distinction est plus dure à faire. Okay. Mais là, j'ai commencé jeune, donc j'ai appris jeune que à l'entraînement, c'est l'entraîneur, puis à la maison, c'est autre chose. Ouais, c'est papa. On est capable de faire cette distinction-là. Puis, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Alex, c'est important aussi de faire cette distinction. Parce que pour ne pas peut-être penser, pour peut-être dire, lui, c'est le gars de l'instructeur, y a-tu des privilèges que moi, j'ai pas? Non, je n'ai pas ça. Il entraîne tout le monde de la même manière. Exactement. Puis, comme on connaît l'entraîneur, René Bellemare, on sait aussi également que pour lui, tout le monde est égal. C'est ça. Puis pour lui, il se donne à 100%, que ce soit pour son fils ou pour n'importe quel autre athlète. Il est juste et loyal, j'en suis persuadé. Ouais. Alex, au mois de novembre dernier, vous avez été, c'est au championnat junior provincial tenu à Québec. Ouais, à l'ancienne Lorette, là. À l'ancienne Lorette, c'est ça. Et je vous avais reçu avant avec Jessica Ruel et toi. On en avait parlé un peu. Tu étais fébrile, tu étais un peu anxieux. Ouais. Ça a bien été. Très, très bien été. Quand on dit qu'à 14 ans, tu deviens l'un des plus jeunes concurrents à soulever 94 kilos à l'arraché et 100 kilos... 84 kilos à l'arraché. Kilos à l'arraché et 100 kilos à l'épaulé jeté chez les 56 kilos. Ouais. C'est une fierté, c'est une gloire. D'abord, très bonne fierté. Quand tu as eu fini ces épreuves-là, qu'est-ce qu'Alex Bellemare s'est dit? J'étais très fier de moi parce que... j'avais des adversaires. Sur mes adversaires, dès que le premier mouvement était terminé, c'était pas assuré, mais les cartes étaient déjà tirées un peu. Donc, pour l'épaulé jeté, le deuxième mouvement, c'était un combat contre moi-même, là, comme on dit. Là. Donc, les autres étaient plus vraiment dans la compétition. Les deux, je challengeais, mais ils ne pouvaient plus vraiment me challenger. Donc, mon père me l'a dit dans pause entre les deux mouvements. C'est un combat pour toi, Alex. Tu peux, même si tu ferais pas pesant, tu gagnerais pareil, mais j'ai décidé de faire quand même pesant pour être fier de moi, puis représenter fièrement l'Abitibi puis mon club. Et vous représentez fièrement, et quand je dis vous représentez fièrement, je parle de toute l'équipe d'haltérophilie de la SAR qui, à chaque compétition, mais ça monte une marge de plus à chaque fois qu'on dirait. Vous arrivez avec les grands honneurs presque à chaque fois. C'est pas devenu une routine, non. On ne peut pas dire ça de même parce que une espèce de complaisance, de dire, on y va, puis on gagne tout le temps. Non. Il faut pas se dire ça. Dès qu'on se dit que pas besoin de s'entraîner, hein, on arrive premier tout le temps. Dès qu'on se dit ça, on se dit on peut s'assurer. Prendre ça mollo un peu. À l'entraînement, on prend ça un peu plus mollo. Puis là, des fois, tu arrives à ta compétition, tu te dis j'aurais peut-être pas dû prendre ça mollo de même. Les autres, parce que nous autres, on se dit ça, mais les autres qui compétitionnent contre nous autres sont là, il m'a battu, mais la prochaine fois, ça ne marchera pas de même. Je vais l'avoir. Fait que les autres s'entraînent, puis s'entraînent, puis s'entraînent, fait que ça... Parce que, est-ce que ce sont des athlètes que vous revoyez dans d'autres compétitions? Oui, quand même. Hein? Oui, c'est ça. Fait que le souvenir est là. Ouais. L'athlète qui s'est fait battre, comme si Alex Bellemare se faisait battre lors d'une compétition, il va avoir dans son image, il va dire, lui, là, je vais le reprendre un jour, c'est sûr et certain. Fait que c'est pour ça qu'il faut jamais lâcher. Pour Alex Bellemare, ça représente combien d'heures d'entraînement par semaine ou à peu près là? Ça varie entre 8 et 14. 8-10 heures environ pour des semaines normales d'école et de tests et ainsi de suite. Puis l'été, j'essaie de monter ça environ à 14 heures. 7 entraînements semaine de 2 heures. C'est beaucoup?
Oui, mais... La passion est là. Ouais, la passion est là. Puis à un moment donné, ça devient un style de vie. C'est pas une contrainte dans ta vie. Ça devient que t'es habitué, que c'est comme aller au travail. Ce soir, je m'entraîne. Ouais. J'ai 2 heures à faire. Puis ça devient comme une routine. Oui. C'est ça. Cette performance-là à Québec, est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure performance à vie? Oui, pour tout de suite, là, c'est vraiment une très belle performance. Là. Quand Alex Bellemare a monté est arrivé en avant pour faire cette compétition-là, dans sa tête à lui, est-ce qu'il aurait imaginé faire, chez les 56 kilos, faire 84 à l'arraché et 100 à l'épaule? Est-ce que pour toi, c'était faisable ou non? Si pour toi, là, c'était je l'essaye, mais je suis pas sûr. Mais sur le coup, tu penses pas. Okay. Tu dis, il y a 84 sa barre, OK, tu penses pas se faire faire. Comme mon père, il dit, lui, il sait environ comment qu'on va faire, okay. mais il nous le dit pas. Il dit comme, je vais citer ses paroles, il dit, je te contrerai pas à la fin de l'histoire pour pas t'effrayer un peu. Comme 100 kilos, l'épaule jetée, c'est un nombre à 3 chiffres. Oui. Donc, moi, 100 kilos, c'est gros dans l'esprit d'un gars de 14 ans comme moi. Donc, il m'a dit, fais de ton mieux, on va peut-être faire 95, 98. Dans ma tête, je suis à 98, c'est pas un nombre à 3 chiffres, donc ça doit être correct. Okay. Mais il m'a pas dit qu'on allait laisser 100 ou qu'on allait réussir 100, mais il raconte jamais la fin de l'histoire. Un bon raconteur. Autrement dit, c'est tout un instructeur. Il sait comment prendre ses athlètes. Ouais. Il sait probablement les faiblesses de chacun et la force de chacun. J'en suis persuadé. Puis il sait comment jauger avec ça, sûrement. Alex, tu serais passé du 4e rang en 2011 à 1er en 2012? Oui, l'année passée, j'étais arrivé 4e. OK. En arrière de Zaché Alain. Puis les 2 autres que j'ai battus à cette compé-là, puis un autre, mais lui, il a à peu près arrêté l'haltérophilie. Cette année, j'ai amélioré mon total de 36 kilos. C'est beaucoup? Ouais, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. D'habitude, les autres entraîneurs disent que quand un athlète s'améliore de 15 à 17 kilos, c'est énorme. Là, je me suis amélioré du double de l'énorme. Hein. Mais mon Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ça, c'est une porte ouverte pour le championnat canadien junior? Oui, on a reçu la confirmation de l'équipe comment dire ça? Des entraîneurs qui sélectionnent. OK. Et moi, je suis dans l'équipe A avec Maxime Fortin, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui a fait une très belle performance, lui Oui, aussi. si on en parlait justement de Maxime Fortin, ça va être ton coéquipier dans ce championnat-là? Oui, c'est peut-être mon partenaire d'entraînement jusqu'au 19 janvier. Puis lui, dans ce même championnat junior à Québec, il a remporté la médaille d'argent. Oui. C'est ça? Alors, il a fait 113 à l'arraché et 136 à l'épaulé jeté. Oui. C'est quoi la prochaine étape pour Alex Bellemare? La prochaine étape, c'est de se maintenir dans ces jeux-là. Parce qu'il y a des gens beaucoup plus vieux que moi. Il y a des gens plus jeunes, mais les gens plus jeunes que moi, je m'en occupe, mais en même temps pas trop parce qu'ils sont pas de mon calibre, si je peux dire. OK. Donc, j'essaie de me tenir un peu parmi les grands, pas trop les brasser. Puis, quand il y a des fois... Être discret, être discret, c'est ça, mais souvent que dans la tête à Alex, lui, il sait où est-ce qu'il s'en va. Ouais. Alex, merci infiniment. On vous souhaite à toute l'équipe du club d'haltérophilie de La Sarre dans la prochaine étape, comme on se disait tantôt, aller encore. J'aime pas dire aller chercher des performances extraordinaires. Je me dis, parce que je suis certain que quand vous allez dans un championnat de main, vous faites votre maximum, peu importe ce qui peut, c'est ça, puis peu importe ce qui peut arriver. Les succès sont là, c'est parce que vous travaillez et votre instructeur sait aussi comment vous faire travailler. Alex Bellemare, merci infiniment. Félicitations également à Camille Pépineau qui était supposée être avec nous ce matin, mais pour des raisons incontrôlables, elle n'a pas pu se présenter. Alors, félicitations également à elle, à Maxime Fortin aussi. À notre entraîneur, René Bellemare. À votre entraîneur,
à René Bellemare qui fait un travail vraiment extraordinaire. Puis, on vous souhaite une année 2013 remplie de championnats, tiens. Je vous remercie beaucoup, Alex. Et puis, on va sûrement se revoir en 2013. Oui. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.